savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Facile de voir quand on porte des œillères. S'informer pour voir repousser les frontières. Savoir élargir ses horizons. Se permettre de croire que tomber les barrières. Savoir élargir ses horizons. Pour faciliter les choses, pour se familiariser, pour comprendre les théories et décomposer les idées, pour intégrer les principes d'une nouvelle réalité, pour simplifier le contexte, décomplexifier le complexe, pour décoder, vulgariser, pour parfaire nos connaissances et partager nos pratiques, pour amadouer la techno, harmoniser la technique, cesser de penser en silo pour s'émanciper du mythe. Faut savoir élargir. Faut savoir élargir ses horizons. Faut savoir agir entre deux fins de mois. Considérez-vous comme salué et bienvenue à cet autre épisode du podcast E2FM entre deux fins de mois où on reçoit des invités, des collègues, des amis. Entre deux fins de mois, où est-ce qu'on va prendre le temps de s'arrêter? Entre deux fins de mois, est-ce que c'est la folie ou est-ce qu'on va prendre le temps de réfléchir, d'échanger, de partager et se préparer à se regarrocher dans la fin de mois? J'ai le privilège d'accueillir nul autre que Stéphane Hamel. Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation. Certainement. Merci, Dominique, de m'inviter à nouveau. Je dois dire. Écoute, à la demande générale, on en a redemandé. Pour les gens qui n'avaient pas eu la chance d'écouter le premier épisode puis qui n'ont pas eu la chance de voir la belle intro et la présentation que j'avais faite de Stéphane. Stéphane, qui est un consultant, qui est un spécialiste, qui est pour moi une référence en vie privée, éthique, marketing, analytique. Et cette jonction-là qui enseigne à l'Université Laval, justement, le marketing, l'analytique, et bientôt peut-être d'autres choses. Consultant encore et depuis plusieurs années est disponible. Et aussi, on vient de valider comme conférencier en personne. Fait que moi, j'ai confirmé quelques blocs horaires dans l'agenda 2024. Je n'ai pas tout réservé, fait qu'il reste des disponibilités. Stéphane, sans plus tarder, ça fait longtemps que je veux qu'on se rejase. Vie privée, loi 25. Il y a eu les mises à jour dernièrement, justement, les lignes directrices de la Commission d'accès à l'information sur les critères de validité du consentement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Les boutons, les consentements. On parlait, il y a un paquet d'affaires. Là. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je te laisse la parole. Et peut-être qu'il y a l'exemple d'une expérience que tu as vécue dernièrement, Oui. qui pourrait commencer à étaler le sujet. Là. C'est une bonne intro parce que je pense qu'à la base, il y a tout le temps une approche légale qui est-ce que, dans le fond, quand on parle de l'approche légale, c'est en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je fais pour réduire mes risques? Fait que c'est je pense à moi, je pense à mon entreprise. Est-ce que je conforme légalement? Oui, check, OK, la job est faite. C'est vrai. Puis là, j'ai des obligations. Je vais même aller rajouter, c'est quoi le minimum que je dois faire pour être légal et conforme, pour me protéger? Tu as raison de dire, c'est minimiser mes risques. C'est ça, parce que je veux faire ce que j'ai pas le choix, mais pas trop en faire parce que je vois ça comme une dépense. Tu sais, je vois ça comme c'est du trouble. C'est un frein, ce que j'entends beaucoup, c'est un frein à l'innovation, c'est du trouble. Je suis obligé de dépenser de l'argent, d'acheter des nouvelles technologies, engager du monde, payer des avocats, tout ça. Tu sais. C'est un paquet de troubles. Tu sais. 100%. Mais l'autre approche, c'est de me dire, OK, mais la loi, c'est une chose. L'éthique, c'est différent. L'éthique, ça touche mes valeurs personnelles en tant qu'entrepreneur, mes valeurs personnelles en tant que client. Puis dire, où la limite? Jusqu'où je suis prêt à accepter des compromis? Est-ce que je fais confiance aux commerçants avec qui je fais affaire? Si je ne fais pas confiance, je ne vais pas magasiner là, c'est sûr. Tu sais, c'est comme... C'est la base. Là, on flippe l'équation, puis là, on se dit, qu'est-ce qui est le mieux pour mon client? À quoi mon client s'attend? Si je me promène sur la rue, là, puis que je demande à du monde sur la rue, hey, je pense de faire telle affaire d'un point de vue marketing ou de collecter tel renseignement,
es-tu confortable avec ça? Puis que le monde s'arrive me dit, hein, non, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi les applications que j'utilise sur mon cellulaire, ils me suivent partout? Je suis pas à l'aise avec ça. Pourquoi je magasine un frigidaire une fois, puis après ça, je me fais vendre des frigidaires pendant 6 mois de temps, alors que je l'ai acheté déjà, tu sais? Toutes les questions, les doutes, les craintes, les pertes de confiance qu'il y avait. Oui. Puis là, j'ai comme un exemple qui me vient en tête. Quand tu dis nous traquer partout, Tim Hortons, je pense que c'est l'année passée, l'application qui était en théorie supposée, j'arrive à commander l'auto, je me commande un café, ça s'active, je rouvre ça l'application pour scanner mes points. Bon, peut-être le Wi-Fi, géoloc, je suis là, je suis ici, c'est beau mes points. Là, ce qu'ils ont découvert, c'est que l'application, je pense même qu'elle était fermée, tout ce qui était géolocalisation était toujours activé, puis les données étaient... Ce qui est souvent le cas. Il faut être attentif. Il faut être attentif quand on installe une application puis qu'il nous demande des permissions, entre autres la géolocalisation, puis que ça dit la permission de traquer tout le temps. Faites pas ça, là. La géolocalisation, c'est un des éléments de vie privée qui est le plus sensible. Il peut savoir où vous habitez. Même, il peut savoir dans quel bureau, que je suis dans mon bureau actuellement, alors que la cuisine est quelques mètres plus loin. Fait que la précision, elle peut être énorme. Fait qu'il peut savoir où vous habitez, où vous travaillez, où vous allez au gym, où vous allez à l'hôpital, parce que, tu sais, à quelle fréquence. Il y a tellement d'informations. Je pense que la loi 25 et les obligations de transparence, clarification, nécessité, un peu puis justement de s'enligner avec ce qui se fait en Europe, dans le reste du monde, 180 degrés le virage, j'ai l'impression que ça va vraiment nous aider les consommateurs, parce qu'actuellement, même si je voulais lire les politiques de confidentialité ou peu importe, même s'il y avait une bonne volonté, une bonne intention, l'application de Tim Hortons, je l'avais. Moi, je faisais confiance que c'était pour ça. Jamais j'aurais pensé qu'il allait me traquer tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai désinstallé. Mais... Parce que, d'un point de vue marketing, pour Tim Hortons, il pouvait savoir quand, au malheur, tu t'en allais chez Starbucks. Fait que là, il y avait le potentiel de te faire une publicité pour dire « Hey, gars, reviens donc chez nous, on est bien mieux que peu importe le compétiteur. » Ça pouvait leur permettre de savoir « OK, le prochain Tim Hortons, où est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Ah, tiens, on a une population. » Il y a tellement de données, exact. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec ça, c'est incroyable. Mais à la base, puis c'est là qu'on rejoint la loi 25 et l'éthique, c'est de se dire, il y a 3 éléments qu'il faut qu'on mette de l'avant. Le premier, c'est la transparence. Ouais. Si on est mal à l'aise, je disais récemment que nos pratiques marketing sont juste un tweet ou un post sur LinkedIn. La frontière est très faible pour que nos pratiques marketing soient diffusées sur des plateformes comme ça. Si ça me met mal à l'aise de penser que le monde va parler de mes pratiques marketing en public, c'est peut-être parce que mes pratiques ne sont pas correctes. Puis là, je te rejoins beaucoup. Hein? Déjà, c'est à la base de ce que tu fais, parce qu'il y a offline conversion, tu sais, Home Depot, on pourra parler des exemples, mais ce que tu fais en arrière, transparence. Maintenant, si on met tout sur la place publique, es-tu encore à l'aise avec ça? Si oui, tu as probablement un beau stack ou des belles stratégies ou une belle approche marketing éthique. La majorité des gens, je pense qu'il y a 2 choses, Stéphane. Un, non, ils ne seraient pas prêts à le mettre sur la place publique. Puis tu as une autre partie, peut-être des propriétaires ou des owners de beaucoup d'entreprises, ils n'ont aucune idée de ce que l'agence marketing fait comme marketing pour eux autres. Qu'est-ce que leur fournisseur de site web, il va traquer ou pas? Beaucoup d'inconnus pour tout le monde, là. C'est ça. Le premier élément, c'est transparence, mais il faut avoir les connaissances, puis il faut avoir les moyens de comprendre ce qu'on appelle le MarTech, le marketing technology. Donc, notre stack d'outils marketing qu'on a, il faut être capable de comprendre qu'est-ce qu'on a, faire l'inventaire, évaluer les risques, quelles données sont collectées, tout ça. Ça, c'est le transparence. Le deuxième élément, c'est le consentement. C'est la base du marketing, c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a jamais de transaction. La base de toute entreprise, hein? Tu dis marketing, Stéphane, mais à l'extension, la base d'entreprise, si je n'ai pas la relation de confiance, je n'ai plus de business. Il n'y a plus de business. Il n'y a rien qui se passe. Fait que le deuxième élément, c'est vraiment le consentement. C'est de faire en sorte que
est-ce que l'information que je demande est vraiment nécessaire? Est-ce que la personne comprend bien pourquoi cette information-là va être utilisée, puis comment elle va en bénéficier? What's in it for me comme consommateur? Pourquoi je te donnerais cette information-là? Fait que ça, c'est le deuxième élément. Puis le troisième, c'est le contrôle. C'est d'être capable de dire, je peux refuser, je peux retirer mon consentement, je peux demander que mes données soient effacées. Tant que le consommateur a le sentiment qu'il est en contrôle, il n'y en a pas de problème. Fait que transparence, consentement, contrôle, si on enligne nos pratiques là-dessus, avant de peser sur le piton là, qui dit « je lance une nouvelle campagne », si je me suis posé cette question-là, si j'ai arrêté pendant 30 secondes pour me dire « OK, c'est-tu vraiment ça que je veux pour mes clients? C'est quoi les conséquences de ça? » Ben, j'aurais déjà atteint une étape de plus. 100%. Après ça, se conformer à la loi 25 ou à d'autres lois, il me semble que ça va venir bien plus facilement. Puis peut-être qu'on va commencer à voir ça comme une façon de faire de la business plutôt que d'être comme une dépense, puis un showstopper, puis du trouble tout le temps. Je pense que si tu es une business puis tu vois ça comme une dépense puis un showstopper, c'est que tu n'avais pas en place des bonnes opérations, principalement souvent marketing, en sens de acquisition de clients, des choses comme ça. Parce que si tu dépends de stratégies grises ou grises foncées ou peu importe le marketing, c'est pas solide à long terme. Parce que justement, avec les lois, le côté confiance, on n'ira même pas au niveau de décentralisation dans quelques années, mais tu l'as dit, le contrôle, ton troisième élément, moi je pense que c'est ça qui est l'important, c'est que je reprends le contrôle. Donc, essaye plus de me mentir, essaye plus de me jouer trop. Fais-moi pas des affaires compliquées. Puis justement, les critères de validité du consentement, ils sont rendus à 8. Tout est là, tout est en place pour, si je respecte ça et que j'ai la nécessité de collecter, je ne devrais pas avoir aucun problème. Puis quand je donne les formations et les conférences, Stéphane, ça m'a fait dans les 5 étapes du cycle de vie d'un renseignement personnel. Tu sais, la collecte, je dis, il y a une étape 1,5 de la collecte qui est le consentement. C'est le cœur. Si tu fais bien ce que tu as à faire pour le consentement, le reste devrait bien aller par la suite. Ça va être bien plus facile. Puis de toute façon, tu sais, en tant que consommateur, je ne sais pas toi, mais moi, c'est un réflexe. Quand j'arrive sur un formulaire, puis qu'il me demande mon email puis mon nom, là, je te dis que des nobody, nowhere, là, ça arrive souvent. Puis que mon email, tu sais, j'ai un email qui est à peu près juste, soit que je vais mettre un email bidon ou que je vais mettre un email qui sert juste pour que j'ai pas encore le degré de confiance que je suis sûr, tu sais. Mais les brands et les marques avec qui j'ai confiance, je vais t'en donner des données. Demande-moi des questions pertinentes pour m'offrir un meilleur service. Je vais t'en donner. C'est là que ça revient. Comme tu disais, what's in it for me, de se remettre à dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour le client pour gagner sa confiance, débuter pour entretenir la relation? Ça revient à la conversation avec d'autres collègues. Je leur disais, tu sais, le second puis le third party data qui est en train de mourir, puis tu vas avoir le zéro puis le first party data. On va revenir à cette base-là puis cette valeur-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers rapidement, le second puis le third party data, c'est principalement le type de renseignements, de données que Facebook, Google, les affaires de marketing vont s'échanger, ce qu'ils vont traquer. Puis bon. Le first party data, c'est une information qu'un consommateur donne consciemment. Par exemple, je vais sur un site web, j'ai les bannières de ce que je vais accepter, refuser d'être traqué, les cookies. J'accepte. Je te donne des informations de comportement, de behavior, de ce que j'ai cliqué. Ça, c'est du first party data. Je te donne de l'info. Ça peut être un peu anonyme, mais ce n'est pas direct. Le zero party data, c'est l'information que le consommateur nous donne directement. Mon nom, c'est ce que j'aime pas. Ce qui est souvent les programmes privilèges ou ce qui est souvent les rencontres humaines one-on-one, quand on va avoir une rencontre de découverte de besoins, dans le cas d'un professionnel, dans la vente ou peu importe. C'est ce type de données-là. Ça va être la seule qu'on va avoir. Ça va être celle, ça a toujours été celle qui avait le plus grande valeur. Là, on va peut-être juste plus le réaliser parce qu'on a focusé sur toutes les autres dans les dernières années. C'est quoi? J'ai une façon aussi de parler de tous ces niveaux de party data. Là.
Puis remarquez que dans Party, il y a Party. C'est Party. Mais dans le fond, la façon très simple de le voir, puis ce que j'aimerais qu'on retienne de ça, c'est que c'est qui a le contrôle? Quand c'est un second ou un third party data, c'est clair, c'est pas toi qui as le contrôle. Tu délègues à quelqu'un d'autre la responsabilité de collecter, de gérer tout ça. Puis il va t'en redonner un petit peu de data selon son bon vouloir parce que lui, il va garder son précieux, tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le data est tellement précieux, il va t'en redonner un peu. Les Google et Facebook, ils t'en redonnent un petit peu pour que tu puisses faire tes campagnes marketing. Mais le gros du data, c'est eux autres qui le gardent. Ça, c'est second. C'est tellement comme ça, hein? Comme tous ceux qui font du SEO avec Google, ou ceux qui s'amusent dans l'analytique ou des choses comme ça. C'est ça. On ne le sait pas. On ne sait pas de c'est quoi ou de. Ben ça, c'est la majorité du gros pourcentage du trafic ou des informations qu'on a. Ils conservent. Tu as tellement raison de le dire. Le first party, c'est toi qui as le contrôle en tant qu'entreprise. C'est toi qui as le contrôle sur le data. Ouais. C'est ta responsabilité. S'il y a une fuite de données, si tu utilises mal ces données-là, c'est toi la première personne qui va être responsable. C'est simple de même. Right? Le zero party data, la façon que je l'aborde, moi, c'est de dire, OK, c'est qui a le contrôle? C'est le consommateur qui a le contrôle. Ouais. C'est le consommateur qui décide de te le donner, puis de te le retirer aussi. À n'importe quel moment, il pourrait dire, je t'enlève le droit d'utiliser mes données personnelles. C'est moi qui ai le contrôle en tant que consommateur. Fait que zéro, c'est simple, c'est le consommateur. First party, c'est l'entreprise. Second party et le reste, c'est quelqu'un d'autre. Ça change beaucoup la dynamique parce qu'on peut, si je suis, imaginons un genre de Facebook, là, où est-ce que Facebook essaierait pas de deviner mes préférences, mais que j'aimerais tellement Facebook que je lui dirais, hey, moi, là, les chiens, ça m'intéresse, puis les chats, ça m'intéresse pas. Là, ce que Facebook fait, c'est qu'il devine pour toi, basé sur ton comportement, il devine que probablement, avec un taux d'assurance qui varie énormément, que tu t'intéresses à tel ou tel sujet. La dynamique serait complètement différente. C'est différent, mais c'est sûr que, bon, disons que je ne fais pas assez confiance à Facebook pour aller jusque-là. Ce sera un autre joueur, probablement, mais non pas lui. Chien-chat, c'est pas si pire, là, mais il y a d'autres affaires que je ne ferais pas confiance. Fait que, le futur du marketing évolue très rapidement avec les nouvelles lois, avec les technologies qui changent et tout ça. Il y a une conscientisation des consommateurs aussi, mais l'analogie que je fais souvent, c'est l'industrie automobile, justement. Les ceintures de sécurité, ils ont été inventés en premier pour des pilotes d'avion, tu recules dans les années 1800, le début 1800, quelque chose comme ça. Et ils se sont rendus compte que quand tu fais des tests d'avion puis que tu crashes, si tu as une ceinture de sécurité, tu as peut-être un peu plus de chances de survivre. T'sais. À un moment donné, au début, il y a des manufacturiers qui se sont mis à mettre ça, à vouloir mettre ça comme une valeur ajoutée, mais ça rajoutait des coûts. Puis en plus, les consommateurs n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas de ceinture. Ils ne comprenaient pas encore ce problème-là. D'une certaine façon, ils ne voyaient pas non plus la valeur de cette solution-là. Exact. Parce qu'après tout, c'est ce que je dis en riant, c'est qu'après tout, là, quand il y avait un Ford T là, qui rentrait dans un poteau de lumière à quelque part, là, c'est parce que c'est le conducteur qui était trop con pour rester sur la route. C'était jamais la faute de l'automobile elle-même, tu sais. Ouais. Mais là, fait que les consommateurs en voulaient pas. Un peu comme aujourd'hui, il y a bien des consommateurs, des gens qui disent « j'ai rien à cacher, ils savent tout déjà de toute façon », puis ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'il y ait des lois. Les premières lois aux États-Unis, je pense que c'est dans les années 50 ou 60, puis au Canada, ça a été dans ces eaux-là aussi. Là, je pourrais retrouver tout le détail, là, mais ça a pris des lois pour obliger les manufacturiers. Mais même là, les consommateurs disaient « j'en veux pas de ceinture ». Tout d'un coup, je tombe dans l'eau puis que je peux pas me détacher. Tu sais. Je conduis, j'ai toujours conduit, j'ai jamais mis ma ceinture. Ça m'étrangle, ça m'étouffe, ça m'agresse. C'est ça. Mais ça a pris des lois pour obliger. Ouais. C'est seulement dans les années 80 à peu près qu'on a vu les grosses campagnes de sensibilisation du port de la ceinture. Ça a pris... Les crash tests, les Volvo, entre autres, de ce monde. C'est ça. Fait que ça a pris... Il y a eu beaucoup de campagnes. La loi était là, mais ça prenait des campagnes pour changer le comportement.
Comme la vie privée aussi. En ce moment, on est encore... Là, on est à l'étape des lois. Ça prend des Qu'est-ce que j'ai lois. l'impression, Stéphane, c'est qu'on a eu les crash tests avant. Tu sais, tous les incidents, toutes les patentes qui sont arrivées, on les a tous eu les crash tests. Là, Les on fuites est de comme données. magané, puis là, on dit, OK, là, il faut faire des lois parce que là ça n'a plus de sens. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. C'est Les un bon point. consommateurs commencent à être aware, commencent à être conscients. Puis, Oui. comme je dis aussi souvent dans les dispositions de la loi, depuis 2022, les entreprises sont obligées de déclarer les incidents de confidentialité Oui. quand il y a des renseignements personnels sensibles. Fait qu'il faut qu'ils le déclarent au client puis à la commission. Mm. Donc là, on va en entendre parler beaucoup. Ils Plus. vont en avoir beaucoup tout d'un coup. Il n'y en Oui. avait pas avant. Mais Ouais. l'obligation de déclaration va faire en sorte que là, on va en entendre parler. Les consommateurs, là, ça va Oui, être... c'est ça. Le Mais tu sais, côté le de confiance, point aussi, ça va être ça, là. ben, c'est ça. Mais combien de temps ça a pris? Tu parles à des jeunes aujourd'hui, ou normalement, là, tous les adultes aussi, là, t'embarques dans une auto, tu mets ta ceinture. C'est devenu un comportement Ouais. inné, quasiment, Ouais. naturel, là, pas inné, mais plutôt naturel, d'embarquer dans une auto et de mettre la ceinture. Il y a des exceptions de, bon, du monde qui ne veut rien comprendre, mais J'ai un de mes bons amis comme ça, Puis il le ding, y en ding, a ding, toujours. ding, ding. Tu sais, ça sonne, là, il l'entend plus. Ah Tu sais, non, c'est ça. attache-toi. c'est Ah ça. ouais, c'est vrai, il s'attache. Ben, Mais ben lui, ouais. c'était du Mais genre, tu sais, si ça je a tombe pris- dans l'eau. C'est ça. Ben, tout d'un coup, hein, tu sais, ça arrive tellement souvent. Mais ça a pris une génération qui est 25 ans. Ça a pris 25 ans avant que le comportement change. Là, on est encore à l'étape pas mal des lois au niveau de la protection de la vie privée. Est-ce que ça va prendre une génération avant que les consommateurs, monsieur, madame, tout le monde, développent assez Je pense de que ça va être plus compréhension? rapide que ça, Stéphane. J'espère. Je pense que ça va être beaucoup. Je pense que ça va être exponentiel et plus rapide. J'espère. À beaucoup d'égards. Je pense que tous les scandales qu'il y a eu, que ce soit les Cambridge, tout ce qui est la politique, les élections, il y a eu tellement de bruit, il y a tellement de. Là, les gens sont, je pense, un peu concernés. Et là, si en plus j'ai des mesures ou des lois ou des encadrements qui viennent me protéger, qui me redonnent le contrôle sur ce que je décide de donner ou pas et comment, en comprenant le pourquoi, ils vont le collecter. Fait qu'on reprend le contrôle. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide qu'une génération. Et je l'espère. On est encore, j'espère, mais on est encore à l'étape que il y a beaucoup de monde qui disent ben là, Facebook écoute mes conversations parce que j'ai parlé d'un voyage dans le Sud, puis après Tout ça, le j'avais monde des est convaincu de ça. Stéphane, je l'entends à chacune des rencontres que je fais. Les gens sont convaincus de ça à 100%. Le pire, ils n'ont même pas besoin d'écouter les conversations. On peut s'enlever ça. Oui, il y a eu des cas où est-ce que, mettons, ton assistant à la maison, oui, il y a eu des cas là, où c'est arrivé, mais c'est bien trop de trouble. C'est bien plus simple de On lui donne déjà tout. Ben oui, c'est ça. C'est bien plus simple. Là. Pensons juste, dans le cas de Facebook, entre autres, là, pensons juste au fait que, tu te retrouves au restaurant avec un collègue, une amie, quelque chose, puis que cette personne-là regarde les voyages dans le Sud, pas toi. Mais tu vas passer 2 heures au restaurant. Là. De quoi tu vas parler? Il y a bien des chances que maintenant tu parles d'un voyage dans le Sud. Fait qu'il va te mettre de la publicité parce que l'autre personne qui était là, elle regarde des publicités de voyage dans le Sud. Ils n'ont pas besoin d'écouter la conversation. Ça fait que ils vont savoir de cette façon-là, tout simplement. Ce que j'ai hâte, c'est que tous les mécanismes qui bloquent à la source, le fait d'avoir un consentement avec, on pourra le montrer, les 8 critères, mais que ça arrive à ces grosses compagnies-là comme Meta ou les Alphabet et les autres. Je pense que c'est un peu ça en Europe là, qui est en train de se passer. Ils veulent charger ou pas ici et ça. Là, c'est comme le modèle d'affaires est en train d'être assez derniers milles. Pour ça, il y a du monde. Parce qu'en Europe, ils vont offrir le choix, dans le fond, de dire ou bien tu acceptes de partager tes données personnelles, puis on peut te mettre de la publicité personnalisée, ou bien tu vas payer, exemple, 10$ par mois, puis tu n'auras pas de publicité. Ce qui me chicote avec ça, c'est que c'est un peu comme si ça venait mettre un prix sur ta vie privée. Mais il ne devrait pas avoir de prix là-dessus. Là. Mais en même temps, attends, je me fais l'avocat du diable. Tu sais, c'est les nouvelles que je lisais gratuitement, puis que là, tout d'un coup, c'est soit accepte les cookies ou crée-toi un compte. Fait que là, mettez les gens réalisent
Exact. Ouais, mais les gens réalisent qu'il y a toujours un échange de données de renseignements. Oui, Si c'est ça. j'arrive dans un média comme Facebook et qu'il me dit, moi, te charger 10$ par mois et je ne vais plus te siphonner tes renseignements, je ne vais plus te traquer par. Tu sais, comme toutes les affaires qu'il fait, là, ils mettent ça à off. Tabarnouche. Je suis peut-être prêt à payer pour ça. Tu sais, fait qu'à un moment Ouais, la donné, c'est joke. comme je vais payer pour dire, OK, je veux utiliser les avantages d'un média social en ayant la tranquillité d'esprit d'avoir le contrôle sur mes renseignements, ça a une valeur. Oui. Ben, c'est Je là pense que qu'on n'aura pas le c'est choix. là que ce que je rejoins, dans le fond, c'est de dire ouais, mais là, au bout de la ligne, le Meta, là, Facebook, là, c'est une business. Là, ils sont là pour faire de l'argent. On paye un Netflix tant par mois. C'est ça. Puis, si on veut pas, puis là, ils ont offert un package qui coûte moins cher, mais tu as de la pub. Si tu veux pas de pub, tu payes plus cher. Dans ce sens-là, c'est un peu la même chose. Là où ça me chicote, c'est de faire très attention au wording qui est utilisé quand ils présentent ces choses-là. Ce qu'ils disent, c'est que si tu payes, tu n'auras pas de publicité. Est-ce qu'ils disent que si tu payes, on ne collectera pas tes données? Ah, ben c'est là le point, c'est ça. Puis moi, c'est là mon point que j'aimerais voir. Parce que si c'est ça que tu collectes rien de mes renseignements, quand je rouvre un lien, tu le rouvres plus dans ton browser pour me traquer de tout. Tu me le rouvres tout de suite dans mon Brave ou Chrome ou peu importe. Tu sais, comme l'ensemble de l'écosystème, mais je suis convaincu que ça vaut, ben là, c'est ça. Est-ce que ça vaut, est-ce qu'on vaut 120$ par année en données, tu sais, avec le 13 août? Je te garantis que ça vaut plus que ça. J'ai l'impression, moi aussi, que ça vaut beaucoup plus que ça, mais c'est une autre affaire. c'est ça. Post Canada, tu sais, on parlait juste avant d'entrer en ondes, un exemple, puis une grosse compagnie, tu sais, combien que ça vaut les données, combien que ça vaut les renseignements, on les utilise. Peut-être faire la parenthèse pour ceux qui n'avaient pas vu ça, parce que j'en parle des fois avec les concessionnaires. J'ai des fois des concessionnaires automobiles qui disent je vais attendre. Comme pas que je suis intouchable, mais que tu sais, je vais attendre. Puis je suis comme regarde là, Post Canada, c'est fait taper ses doigts, c'est la couronne. Post Canada, rapidement. Puis c'est drôle parce que la plupart des entrepreneurs ou des clients, des concessionnaires automobiles avec qui je fais affaire, on fait affaire avec moi-même, Intellipost. Fait que là, j'ai un service avec Post Canada qui me permet de faire du publipostage de façon ciblée. Bon. Fait qu'ils ont un service qui me. On ne s'est jamais posé la question comment ils ont monté ça, cette base de données-là. Et là, ce qu'on a cru comprendre, c'est que, ben, écoute, bon, monsieur Stéphane Hamel commande des cônes oranges et des bottes de cow-boy. Monsieur Sigouin commande des bulles de bain, les frais. Ils ont pris toutes nos données, nos habitudes de consommation. Comment t'as dit? T'as des drôles de choix de produits, je trouve. Ah, écoute, j'ai essayé de pas aller dans les extrêmes pour pas créer de malaise. mais ils ont tous pris ça, sans notre consentement, évidemment. Puis là, ils nous revendent ça. Fait que là, c'est comme non, t'as pas eu le consentement. Logiquement, c'est comme ça qu'Intellipost ou n'importe qui, n'importe quel modèle marketing, c'est juste que là, on parle d'échanges physiques entre un lieu et un autre, là, parce qu'ils ont la source et la destination, encore la géolocalisation d'une certaine façon. Mais c'est comme ça qu'ils sont capables de dire hey, nous, là, on peut t'aider à faire ta campagne marketing puis cibler cette région-là, ces codes postaux-là, parce que ils gagnent tant, ils ont tendance à acheter ça, ils ont nanana. Ça a une grande valeur pour une entreprise, Stéphane, mais comme consommateur, parce qu'avant tout, les gars d'entreprise, c'est des consommateurs. Comment, tu sais, puis la responsabilité de la provenance il y a ça aussi dans la loi, c'est hey, parfait, le service que tu m'offres, comment tu as collecté ça? C'est un peu la même chose qu'avec les produits comme Meta, Facebook ou autres, que je pourrais cibler des codes postaux, des personnes en difficulté pour des types de pubs, de crédit. Là, à un moment donné, ils ont les droits à la vie privée, protection, on ne peut plus, là, c'est juste un rayon, là, c'est tant de kilomètres, on ne peut plus être si précis, etc. Ils sont en train de perdre tous les grands avantages qu'il y avait de la collecte illégale de renseignements personnels. Ouais. Parce que, tu sais, en train de virer ça marche comme ça depuis très, très, très longtemps, là, que tu peux faire affaire avec Post Canada pour... tu dis, OK, moi, je veux cibler les personnes qui sont dans une classe financière de tel niveau, des choses comme ça, puis par le code postal. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça. Tu sais. Et à la base, on peut se dire, ouais, mais so what? Que ça fait s'ils savent
que j'ai commandé telle affaire. Mais quand on le prend comme ça semble anodin. C'est là le Mais là danger. où ça devient pernicieux, c'est quand on est capable de dériver des choses supplémentaires dans le comportement, comme cette personne-là est peut-être en train de se divorcer parce que son comportement Et d'achat, voilà. c'est drôle. Récemment, il reçoit bien des lettres d'avocat, tu sais. Ou cette personne-là, elle a peut-être un Totalement. cancer parce que, je sais pas, moi, il y a tu sais, il y a plein d'informations qu'on peut dériver, avec une marge d'erreur, évidemment, mais il y a plein d'informations qu'on peut dériver à partir de signaux comme ça qui, individuellement, semblent anodins, Ouais. mais collectivement démontrent un pattern qui, peut-être qu'on n'est pas confortable d'un point de vue personnel de dévoiler à une compagnie qui veut nous vendre des T-shirts que j'ai telle situation dans ma vie, là, tu sais. Tu sais, ça Peut-être revient toujours qu'il y à en la a d'autres qui disent, transparence. oui. Comment? Ça revient toujours à la transparence, tu sais, comme tu Oui. disais. Est-ce que si tu demandais au client véritablement, puis l'essence de la loi 25, elle est là, dans les consentements, je dois leur dire un peu le cycle de vie des renseignements personnels. C'est comme, hey, quel renseignement personnel j'ai besoin de collecter sur toi? Pour quelles raisons? C'est quoi les raisons? Comment je vais conserver ça? C'est qui va l'utiliser? Est-ce que je vais le communiquer à quelqu'un d'autre? Puis c'est quand je vais le détruire? Fait que, qu'est-ce que je vais concrètement faire avec tes renseignements personnels? On ne nous a jamais demandé ça. On ne nous a jamais expliqué ça. C'est ça. C'est ça. Fait que là, c'est Mais ça tu qui sais, est un gros changement aussi dans la loi, c'est que là, il y a la transparence et on va savoir. on va Et avec le savoir plus. contrôle qu'on a, on va Oui, décider si on veut c'est ou ça. pas. Mais tu sais, toute cette poussée-là que les agences et les marketeurs souhaitent faire pour dire ah, ben, si je veux connaître mon consommateur, il va falloir que je collecte plus de first-party data. Tu sais que pour le consommateur, pour moi, là, qui fait affaire avec 25 entreprises différentes, si les 25 me sollicitent tout le temps, ils veulent tout le temps me sucer plus de données personnelles, ben là, mes renseignements personnels se retrouvent à 25 endroits différents. Je viens de multiplier mon risque qu'un jour, il y a une fuite de données par 25. Stéphane, tu le Ça sais va très arriver. bien que chacun de ces 25-là en ont peut-être 50, 300 ou 500. Tu sais, comme l'espèce de toile d'araignée que ça peut faire, des fois, en ayant juste comme les risques d'incidents. Puis je pense, tant qu'on n'a pas vécu, il y a ça aussi. Probablement qu'il va y avoir de plus en plus de cas. Tu sais, Desjardins, ça a fait peur à bien des gens. Là, on était rassurés un peu. Bon. Mais faire la parenthèse avec, dans les critères de validité du consentement de la CAI, de la mise à jour, parce qu'on avait ce débat-là sur les pop-up de consentement. Donc, pour les gens, les pop-up, les bannières de consentement qu'on appelle des CMP, des Consent Management Platform, donc des logiciels qui vont gérer les consentements. On s'était débarrassé des pop-up, hein? Google a fait un bon travail dans les dernières années pour les scratch and sniff, les roulettes. Puis là, on revient, mais c'est obligatoire. Mais heureusement, c'est une bonne chose. Puis comme je le disais dernièrement, c'est comme avant les pop-up, c'était pour me collecter de l'information. Là, le pop-up est pour me dire voici tes droits, voici. Je ne collecte rien. Là, je le partagerai peut-être pas, mais il y a des exemples. Mais dans les documents, ça dit il doit être aussi facile d'accepter que de refuser. Puis là, il y a la précision qu'on avait, je dirais, besoin. Ou est-ce que le bouton accepter, refuser est paramétré ou autre, mais le bouton accepter, refuser doivent être les deux présents, identiques en le sens au niveau de la forme, la couleur, le design, tout ça. Le design. Parce que là, tout le monde qui voulait, bien entendu, conserver le plus de données, de renseignements personnels qu'il y avait des gens, ils mettaient accepter et continuer ou accepter et configurer ou paramétrer ou voir nos partenaires. Donc là, subtilement, plus pâle, plus... ça, pour moi, c'était un danger, puis c'était 100% à l'inverse de l'essence de la loi, parce que dans tous les principes du consentement, ça, ce qu'on jouait avec les consommateurs, c'est ce que j'appelle la fatigue, où ce que là, tout le monde a dit « j'accepte », il y en a trop, il y en a partout, ils ont tout... Si c'était l'inverse, que le bouton qui est là, c'est refusé, puis il faut que je fasse 2-3 clics pour aller accepter les cookies de marketing. C'est ça. Puis Stéphane, ça devrait être ça parce que de ce qu'on dit depuis tantôt, là, c'est la relation de confiance avec la business. Si moi, je magasine une marque A, puis je l'aime,
Je veux te donner, je veux Ben que oui, tu me traques, je veux que tu c'est ça. m'envoies quand je vais te laisser de quoi dans le panier puis que je vais m'en aller. Je veux Oui, que tu m'envoies ton infolette puis tes rabais puis tes affaires de fidélité. Mais donne-moi le droit et le choix. Donc là, la façon que c'était fait, c'était pas bien fait. Les nouvelles c'est ça. directives du 31 octobre Ça vient sont venues éclaircir. clarifier ça. Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que on regarde ces bannières-là, puis tu regardes la politique de vie privée. Moi, un des premiers flags que j'ai quand je fais un audit d'un site web, c'est de regarder la politique de vie privée, puis ça commence par votre vie privée, voyons, je déparle, votre vie privée est importante pour nous. Oui. Ça, c'est comme, regarde, Veuillez bullshit-moi conserver pas, la là. protection. Votre vie privée est importante pour nous. C'est ça. Ben oui. Mais Ben si oui. c'était vraiment ça, puis ça, Ben on a parlé de ça un petit peu avant notre appel. Colin. Si c'était vraiment ça, là, le bouton refuser serait plus important que le bouton accepter. Là, la vie privée serait vraiment importante pour l'entreprise. Mais on sait bien que, regarde, ça n'aurait peut-être pas de sens non plus. Ah, mais attends une minute. C'est ce que j'ai essayé de faire sur mes sites, Stéphane. Là, j'ai des problèmes techniques parce que les CMP ne sont pas faites pour ne pas avoir rien de tracking. Ça prend un tracker, ça prend une analytique ou quelque chose. Ça prend un partenaire, mais moi, c'était le principe. Puis à des clients aussi, parce que là, je parle maintenant avec un concessionnaire automobile. C'est quoi pour toi que les cookies, que le tracking soit on ou off? Ils n'ont aucune idée c'est quoi que ça change. Quand on embarque et on explique, on dit OK, écoute, ça, là, s'ils acceptent tout versus s'ils refusent, en gros, principalement sur ton site, Google Analytics, les affaires de Facebook ou de Google pour la publicité, le tracking, le remarketing, 80%, là, c'est ça. OK? Oui, que tes fournisseurs pour te vendre des produits ou services de pub, etc. Parce que tout ce qui est analytique, regarder le A/B testing, non. Parce que depuis des années, s'ils avaient vraiment fait du A/B testing, ils auraient tout changé les sites pour ne pas avoir plein d'interruptions et de générer des leads. Oui, c'est ça. Ils ne commenceront pas demain matin tout d'un coup. Non, c'est ça. Mais là, comme consommateur, pas comme consommateur, mais comme concessionnaire, puis là, je leur dis, c'est toi le propriétaire. Ils viennent sur ton site. Toi, t'en as-tu rien à foutre de ces affaires-là? Il dit, je regarde pas ça, moi. Ben non, c'est sûr. Là, c'est ta page d'accueil. Hein? Puis je pense qu'on avait eu l'échange. C'est comme ta nouvelle page d'accueil. Le client arrive chez vous, là. Puis si je dis, ta vie privée est importante pour nous, blablabla, juste accepter, ou puis là, j'ai 72 trackers. D'en face comme ça, là. Versus, hey, c'est l'inverse. Regarde, nous autres, là, j'ai pas besoin de te traquer pour des affaires de pub et de remarketing. Si tu veux communiquer avec moi, si sur mon site, quand tu vas faire un formulaire, un rendez-vous, je vais te donner là le consentement ou les consentements spécifiques. C'est du consentement incrémental. C'est comme une relation. C'est ça. Tu ne commences pas tout de suite en disant donne-moi tout ton pedigree, ton numéro de téléphone, ta date de naissance. C'est comme on va apprendre à se connaître. Fait imagine, là, pour le concessionnaire, est-ce que tu aimes mieux, en tant que concessionnaire, je vais mettre des chiffres qui sont plus comme ça, là, lancés dans les airs, est-ce que tu aimes mieux être capable de rejoindre 100 personnes via Facebook parce que ça donne qu'ils sont venus sur ton site une fois, puis que là, Facebook a décidé qu'ils s'intéressent à des autos. Ouais. Ou bien tu aimerais mieux en avoir peut-être juste 20. Mais ceux-là, par exemple, tu le sais qu'ils sont intéressés parce qu'ils te l'ont dit. Les 20, ils valent bien plus cher que les 100. Là. Fait que quand même que quand les gens disent non, je veux pas que tu me traques puis tout ça, dans le fond, ce qu'ils disent, c'est garde, achète-moi pas, je suis juste là pour regarder. Je rentre dans ton showroom, je veux pas parler à un vendeur tout de suite, je le sais pas encore. T'sais. C'est exactement comme physiquement quand je rentre dans ton magasin, puis là, bonjour, peux-tu venir t'aider? Non, je fais juste regarder. Qui te suit partout, là. Non, mais ce que je dis là, c'est non, je fais juste regarder. C'est que je ne suis pas rendu dans notre relation avec assez de confiance pour te donner ce privilège-là. Donc, laisse-moi regarder. Là, si plus tard, on dit, hey, regarde, je ne te demande pas de tracking. Quand tu vas m'envoyer les formulaires, tu en feras un. Ou dans le bas du site, je n'ai pas vu ça, Stéphane, j'ai d'avoir un flash, mais dans le bas du site, là, tu as le petit bouton pour justement les cookies, les tracking, toutes ces affaires-là. Là. Quand tu décideras que tu es prête à nous faire confiance, à nous partager tes affaires, tu viendras cocher ça là. Ben oui. Comme si tu m'as coché oui, puis tu changes d'idée, parce qu'on t'a déçu dans notre expérience, tu vas juste en bas là, puis tu décoches. C'est là qu'on va aller. Le vendeur qui est chez le concessionnaire, là, il y a une méchante différence quand il y a quelqu'un qui rentre dans le showroom, puis que la personne a dit non, c'est correct, je vais juste regarder.
si au bout de 15 minutes, cette personne-là, elle vient te voir en tant que vendeur, puis qu'elle dit « Hey, j'ai des questions », hey, là, elle est intéressée. Là, la qualification est beaucoup plus grande. Fait qu'on peut le voir. Souvent, le monde aime ça faire les parallèles entre le numérique et le physique. Totalement. Mais la C'est qualification de ton client potentiel est bien plus grande quand il vient. Puis de toute façon aussi, c'est qu'on parle souvent de clients potentiels, mais en tant que concessionnaire, quand le monde vient sur ton site, c'est peut-être des clients actuels. Fait que si tu perds de l'argent à leur faire des pubs pour dire « Viens acheter le modèle de cette année » quand ils l'ont acheté là 3 semaines. Tellement, c'est un exemple. Tu sais, si tu as X pourcentage de tes visiteurs qui viennent au service ou aux pièces, bon. C'est ça. Tellement. Mais là, je pense que tout ce qui est les zéro party data puis les first party, les gens vont revenir à ça. On a été les 10, 12, 15 dernières années à... Tu sais, puis début des années 2000, j'étais dans une organisation pour mettre en place un programme privilège. Hein? C'était ça. Oui. Là, les Facebook, les Google, je peux te vendre des leads à 20, 25 cents, 1 pièce 50 cents, les clics, les affaires-là est arrivé. Ça a l'air intéressant. On a mis ça de côté, parce que ça, c'était du travail humain, ça demandait une relation. Puis Hey, là, je paye, il m'envoie des affaires. Fait que là, ça fait 10-15 ans qu'on est là-dessus. Cette chaîne-là est en train de débarquer, dans un sens, heureusement, grâce aux lois. On revient à base, puis je le dis aux gens, regardez la quantité de programmes privilèges, tu sais, le Hermès qui a été racheté, le mois qui est avec les comme genre Triangle, toutes les banques, toutes les cartes de crédit, toutes les grosses, tout le monde en revient avec des programmes privilèges. Pourquoi? L'information que mon client me donne volontairement, consciemment. Je te donne mes renseignements personnels, consciemment, volontairement. Et là, les consentements, là, puis les 8 critères, il n'y a pas de trouble dans un programme privilège. Tout est clair de qu'est-ce que je te donne en échange de quoi? What's in it for me? C'est toujours là. J'ai des rabais. C'est ça. J'ai des rabais, je collecte des points, des choses comme ça. Le consommateur. Mais encore là, il faut reconnaître ou il faut être conscient que quand on participe à ces programmes de fidélité-là, j'avais justement travaillé sur un dossier avec Protégez-vous qui évaluait, et puis il y en a d'autres aussi qui l'ont fait, mais qui évaluent qu'est-ce qu'on a en retour de ça. Puis souvent, c'est des peanuts, là, littéralement. Là. On n'a pas grand-chose en retour, considérant la valeur des données qu'on donne. C'est la prochaine étape, Stéphane. Puis je pense que on va malheureusement se laisser dans les prochaines minutes parce qu'on va se refaire ça. Mais je pense que c'est la prochaine étape. Là, on prend conscience qu'on a encore une vie privée puis les renseignements personnels. La valeur de nos renseignements personnels, ça, c'est notre prochaine étape, je pense, dans notre éducation. Ça, c'est peut-être quelques années. Je pense que là, avec les incidents de confidentialité qui vont être obligés d'être dévoilés, il va en avoir... Là, je pense que la valeur de la tranquillité d'esprit, peut-être, pour les consommateurs, de la protection de leur renseignement personnel, ça ne sera plus un petit 10$ ou un petit 5$. Non, c'est ça. Écoute, je m'en vais magasiner avec ma fille, tu arrives dans un magasin de linge, donnez-moi votre nom, votre courriel, je vous donne 15% de rabais. C'est une minute, là, j'achète 500$ de linge, tu me payes 80 piastres une fois pour avoir... Non, mais c'est ça, là, tu me donnes 15% de rabais la première fois. Là. Puis là, en plus, malheureusement, ils n'ont pas été bien formés. Ils disent, vous allez pouvoir vous désabonner tout de suite, vous avez juste à faire ça, pas de texte. Exactement. Ben, de toute façon, c'est un petit peu... Ils veulent juste donner le rabais, ils n'ont pas compris. Mais si tu es prêt à me payer ces montants-là, c'est quoi la valeur? Fait que je pense que la prochaine étape, de prendre conscience. Là. Ce qui m'embête un peu aussi, c'est que même si les déclarations de fuite de données sont obligatoires et sont faites, tout ça, ce qu'on remarque, c'est que pour le consommateur, les plus grands risques en ce moment, c'est beaucoup plus les arnaques qui sont faites, là, puis ils sont rendus très sophistiqués, où est-ce qu'ils vont se faire passer pour... justement, je l'entendais une aujourd'hui, là, les arnaqueurs avaient le numéro de la carte de crédit, fait qu'ils appellent, ils se font passer pour la banque ou l'institution financière. Là. Puis ils se font passer, puis on voit votre numéro de carte de crédit, c'est bien telle affaire, vous êtes bien un tel, on voit des transactions suspectes, on va faire quelque chose, puis ça devient tellement sophistiqué, mais ça, c'est une fuite de données. C'est-tu la fuite de Desjardins? C'est-tu la fuite d'ailleurs? Tu sais, combien d'endroits on va puis qu'on laisse notre carte? Si on va sur des sites puis c'est plus pratique, on va laisser notre carte de crédit, first party data pour ce site-là, ce commerçant-là.
Mais comme tu dis, on ne sait jamais, Stéphane, de où ça vient, parce que tu as eu 75 grosses compagnies dans lesquelles j'ai été impliqué avec mes renseignements personnels dans des incidents de confidentialité. Mais comme ce n'était pas obligatoire par la loi, ils n'en ont jamais parlé, je n'ai pas su. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que on n'est pas sorti du bois. C'est compliqué parce que même si les lois sont là, quand je fais des audits sur des sites, là, ce que je constate, c'est que quand il y a une bannière, dans la majorité des cas, en haut de 50%, puis je dirais probablement 80 et plus, le CMP, le Consent Management Platform, qui est un outil technologique, il est mal configuré. Il y a des erreurs. D'un point de vue strictement légal, le langage qui est utilisé ne correspond pas à la loi. Donc ça, c'est le point de vue légal dans lequel, généralement, je ne m'insère pas trop. J'ai des opinions, mais je ne suis pas avocat. Comme là, le CMP, il y a un problème. Après ça, le langage légal, il y a peut-être un problème. Et le troisième élément, c'est que même si la bannière de consentement était parfaite, techniquement, derrière, ce qui va déterminer si tout le tracking doit être déclenché ou pas, ça non plus, c'est pas bien fait. Fait on a la complexité de la technologie, du marketing et du légal. Il n'y a personne qui maîtrise ça. C'est extrêmement compliqué. C'est des expertises à développer. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a des expertises. Non. Oui, les avocats, évidemment, vont dire, oui, je vais reviser ton texte légal. C'est parfait. Sauf que tu rouvres le capot, puis tu te rends compte que, mais le texte légal, il a oublié de mentionner que tu fais affaire avec telle autre entreprise. Souvent, l'avocat, Stéphane, avant de te dire, je vais te signer ton papier, puis je vais te valider ça, lui, il va te dire, what's under the hood? Et là, souvent, l'avocat n'aura pas la connaissance technologique. C'est ça, c'est toute cette dynamique-là. C'est très complexe. Oui, très, très complexe. Mais est-ce que, Stéphane, ça va s'améliorer. C'est ce que j'allais dire, on est à la première étape. Puis on est peut-être puriste, idéaliste dans notre monde de licorne, puis on regarde ce qui se fait en Europe depuis des années et tout ça, puis on espérait c'est ça que j'allais dire. Plus rapidement. Mais là, je pense que c'est comme, il y a des CMP qui viennent d'Europe, des États-Unis, d'un peu partout, qui ne sont pas 100% adaptés à la loi 25. C'est en train de se faire. Il y en a qui c'est presque fait, ou c'est bien fait, d'autres moins. On est à l'étape 1. Oui. Là, il va y avoir quelques étapes de compréhension. Puis là, comme tu l'as dit, je pense, puis c'est drôle parce que dans les recommandations que je fais à mes clients concessionnaires, quand on fait les cartographies digitales, les accompagner pour la loi, c'est faites-vous un comité. Fait que ton responsable PRP, un directeur de chaque département, si tu as ton gars de TI ou tu as un gars de marketing ou tu as ton avocat, c'est ce multi-task-là qui est nécessaire maintenant. C'est une responsabilité partagée. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses avec l'expertise qui touche chacun de ces aspects-là. Mais oui, c'est vrai qu'au Québec, avec la loi 25, on est au début. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut accélérer et apprendre de ce qui s'est fait en Europe depuis 5-6 ans? Là? Ça a l'air que non, Stéphane. C'est ça. Tu sais, des choses comme tu mentionnais, juste le bouton accepter, refuser, qui soit identique. Je te garantis qu'en Europe, il y a encore du monde qui disent non, on a le droit de faire juste un nudge, juste un petit incitatif pour dire clique plus sur. Non, tu n'es pas supposé faire ça. Mais ils n'ont pas fait le tour encore après 5 ans. Non, une façon de voir ça. Mon partenaire, souvent, c'est un marathon. C'est ça. La jurisprudence va devoir s'établir en fonction du Québec. Il reste beaucoup de chemin à faire, mais j'ose croire que si on garde à l'esprit, est-ce que je suis transparent dans mes pratiques? Est-ce que je demande le consentement de façon appropriée et qui est bien géré et que je garde la possibilité de donner le contrôle à mon client? Transparence, consentement, contrôle, on garde ça à l'esprit, ça va déjà nous amener plus loin. Puis peut-être que c'est ce qui va faire que notre client va préférer travailler avec nous parce qu'il y a confiance, je crois, comparativement au compétiteur qui a des fuites de données une en arrière de l'autre parce qu'il est obligé de les déclarer en plus. Le bris de confiance peut détruire une business. Puis la relation de confiance est à la base. Puis peut-être avant de se laisser donner l'exemple, HR Block aux États-Unis,
C'est une première, je crois, dans l'histoire, un RICO Class Act, qui est le crime organisé, le C'est quelque racketeer. chose. Hein? Ouais. HR Block, Meta et Alphabet, donc Google et Facebook. Ce qu'ils ont fait dans toutes les, je ne sais pas combien il y a de centaines ou de dizaines de pages de déclarations, partout ce que j'ai mes affaires confidentielles, personnelles, mais C'est ton rapport déclarations d'impôt, HR Block, là, mon rapport d'impôt, là, ben, ils ont mis les pixels de Google et de Facebook et ils ont vendu l'ensemble des informations. Exactement. On va bien se le dire sans le consentement des clients. Fait que là, si tu es HR Block, tu as ce bris de confiance-là, tu te fais pogner parce que ça sort, puis bonne chose. Ça va être quoi le business d'HR Block dans les prochaines années? C'est ça. Il y en a des compétiteurs, des alternatives. Tu peux aller avec QuickBooks pour faire ton rapport d'impôt. Il y en a qui vont saisir l'opportunité, puis je te le dis, si ce n'est pas déjà fait, nous, on ne vend pas puis de vos données. Puis et je le dis à mes clients, puis il y en a qui riaient, mais dans le temps de la COVID, je disais à un moment donné, puis c'est ce qui est arrivé, je disais, on va push-pouter les autos en 2 essais routiers. On va désinfecter les véhicules en 2. Ça va devenir faites-nous confiance, vous êtes en sécurité avec nous. Parce que la base d'une relation de confiance, c'est de se sentir en sécurité. Mais là, on s'en va dans une ère. Et là, à partir d'aujourd'hui, ça va être 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Je crois que ça va être très rapide. On va être dans l'ère où est-ce que la sécurité de mes renseignements personnels puis de mes informations, ça va être une grande valeur. Quelque chose comme HR Block, je ne pense pas que les 20 millions de personnes vont dire « Ah, c'est pas grave. » Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Je ne crois pas. Puis, c'est ça. Si on garde à l'esprit que on devrait être fier, si je travaille en marketing, je devrais être fier qu'un jour, quelqu'un prenne la peine d'écrire un article sur LinkedIn, là, puis qu'il dise « Hey, cette compagnie-là, là, checkez ça, qu'est-ce qu'ils font, c'est super intéressant, c'est bien fait. » J'attends juste ça, Stéphane, et probablement toi aussi. La journée qu'on va en trouver, parce qu'on a beaucoup de mauvais exemples. Là, on a été fin, on ne les a pas mis, tout ça, on garde ça. On a beaucoup de mauvais exemples, on le fait en privé, puis je pense que tu fais la même chose aussi des fois. On essaie comme d'aider, faire une passe. Mais vivement, puis je rouvre la ligne à ceux qui écoutent, faites-moi signe à moi ou à Stéphane en privé si vous avez des bons exemples. Il y en a un que je peux nommer, je ne le partagerai pas l'écran là, parce que oui, la Ligue nationale de hockey, la NHL, spéciale des États-Unis, ben eux, ils ont la bannière depuis le début d'accepter tous les cookies, refuser. Puis là, ils vont même jusqu'à préciser refuser les cookies non nécessaires. Qui est comme une belle précision. C'est comme hey, tu ne peux pas être plus transparent que ça, puis tu as le paramétré. Exactement. Et que par défaut, tout est désactivé. Parce que tu ne peux pas avoir une belle confiance comme introduction avec un site web. C'est ça. C'est que techniquement, c'est pas les cookies qui sont méchants. C'est l'utilisation qu'on en fait. Il y en a des cookies qui sont essentiels au fonctionnement du site. On n'a pas besoin de demander le consentement pour ces cookies-là. Les premières choses que les marketeurs me disent quand je travaille avec eux autres, ce qu'ils me disent, c'est « Ouais, mais on peut-tu continuer quand même à faire telle affaire? » Soit ça, ou... Je peux-tu... Ouais, mais nous autres, c'est différent. Dans le nécessaire, parce que c'est pas mal nécessaire pour nous autres. C'est ça. Mais je trouve ça drôle, parce que l'autre réaction, c'est de dire « Ouais, mais nous autres, c'est différent. » Non! C'est pas différent. Fait que c'est ça. Pensez pas que vous êtes si exceptionnel que ça, puis que vous êtes à l'abri d'impacts légaux si vous ne conformez pas à la loi. Non, puis de toute façon, ça va être mieux pour vos clients. Oui, relation de confiance, transparence, puis au final, là, on est tout le monde à, je ne veux pas dire engraisser, mais à encourager. Tu sais, mettons, en gros, Google puis Facebook. La majorité des business, c'est là qu'ils vont mettre leur investissement publicitaire. Fait que moi, c'est pas pareil. Non. On est tous pareils. Et là, est-ce que ça apporte vraiment une valeur ajoutée à l'expérience, à la relation avec mon client? Pas certain que c'est toujours le cas. Hein? Exactement. Fait que pensons aux clients. Pensons à si moi, je me faisais faire la même chose, est-ce que, tu sais, des fois, ce qu'on impose à nos clients, on se dit, ouais, mais si moi, je me faisais faire la même affaire, ou mon idéal, celle que j'aime le plus d'un point de vue éthique, c'est tout simplement de se dire,
si ma mère était en arrière de moi, elle est décédée malheureusement, mais si ma mère était derrière moi, là, puis qu'elle comprenait ce que j'étais en train de faire, est-ce qu'elle approuverait ou elle dirait non, 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 mon petit gars, fais pas ça, tu vas te faire taper Tape ses en doigts. arrière de la tête. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, Ouais, d'accord avec Là-dessus- Stéphane. Je veux prendre le temps de te remercier encore une fois pour ton temps. ben, On va se refaire d'autres conversations parce que, heureusement pour tout le monde, c'est un sujet qui est très vivant. On est au début, je pense qu'on le voit aussi. On est au balbutiement. Mm. Il y a des gens, peut-être un peu comme nous, des passionnés qui essayent de tirer ça, d'amener ça plus rapidement. On n'est pas nombreux parce que je pense qu'on le disait un peu rapidement. Quand tu essaies d'être à l'intersection de ces trois obligations-là, c'est là, bon. ce que tu dis, Oui, tu dis, hey, c'est super simple, voici la recette magique. Client first. What's in it pour le client? Si tu fais tout pour le client et que c'est transparent, tu ne peux pas te planter. Tu peux pas te planter. Non, c'est Mais autant le légal, autant le marketing que la technologie, tout le monde, ils font pour eux depuis le début, pour leur. c'est Fait que c'est là, comme chef d'entreprise aussi, je dirais, qu'est-ce qui sert vraiment les intérêts de mes clients, de reprendre un peu le contrôle de sa business, ça l'oblige ça aussi. Puis nous autres, ça nous oblige comme consommateurs à puis écoute, on va se refaire un autre appel pour ton expérience de magasinage automobile, parce que moi aussi, j'en ai une aussi, justement, à ce niveau-là. Fait qu'on va se refaire un appel parce qu'il y a des choses avec les consentements et les pratiques, les façons de faire dans cette industrie-là qui sont courantes et normales, mais qui là font tout d'un coup. C'est ça. Puis, ce serait le fun aussi de réussir à avoir suffisamment d'exemples positifs pour être capable de passer à travers. Les exemples négatifs, c'est plus touché parce que on ne veut pas se ramasser avec des poursuites non plus. Puis il y a du monde, il y a du gros joueurs qui ne sont pas corrects. Là, ça devrait exactement. Pas. Mais je travaille à l'occasion avec des cabinets d'avocats, par exemple, parce qu'ils connaissent le côté légal, mais le côté technique, le côté marketing, des fois, c'est le genre d'affaires que je fais des fois, soit avec des cabinets d'avocats ou même avec des agences aussi. Les agences n'ont pas nécessairement toute l'expertise. Et puis sinon, des fois, il y a des entreprises qui me contactent directement pour que je travaille avec eux pour faire un audit. Ce qui est touché là-dedans, là, c'est que tant qu'on perçoit ça comme du trouble, puis tout ça, pourquoi j'irais engager quelqu'un qui va venir me dire les problèmes que j'ai? J'aime autant garder ça sous le tapis, puis pas trop en parler, puis je verrai ça plus tard, tu sais. C'est peut-être mieux d'être un peu plus proactif que ça. Fait que c'est le genre de choses que je fais. Oui, absolument. Puis parce que aussi, des fois, il y en a qui vont réaliser des choses dans leur entreprise qu'ils ne savaient même pas à cause des fournisseurs, des partenaires ou des joueurs qu'il y a dans leur écosystème. Là, tu as la responsabilité aussi dans cette loi-là. Hein, si tu es un fournisseur de site web ou de technologie, tu as la responsabilité de qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Donc, tu dois apprendre et comprendre ou t'entourer de personnes qui vont pouvoir t'aider à le faire. Puis bonus, des fois, en faisant un audit comme ça, on se rend compte qu'on dépense de l'argent pour rien sur des services qu'on n'utilise pas. Bonus. Très, très souvent même. Stéphane, encore une fois, un grand merci. Je ne donnerai pas les dates pour les conférences 2024. On va reparler de ça la prochaine fois, lors de ta prochaine visite au Québec, parce que là, ces temps-ci, tu ne nous fais pas la joie de ta présence à Montréal ou à Québec. Comme vous voyez, je développe mon look de l'Ouest et des Rocheuses, donc mais je retourne au Québec assez régulièrement. Fait que, toujours un plaisir, Dominique. Un grand plaisir, merci. Quand tu veux. C'est un plaisir. Et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Donnez-nous vos exemples positifs, des bels exemples de marketing, de politique de confidentialité ou de façon de résumer. Là, on commence, je pense, à avoir quelques entreprises qui vont vouloir saisir cette opportunité-là de marketing, de branding. C'est la visibilité pour eux autres. Absolument. Puis merci à tout le monde et on se dit à un prochain épisode entre deux fins de mois. Et si vous ne les entendez pas, moi, je les entends. Il y a les chiens qui nous appellent. C'est la fin de mois. Monsieur Stéphane, considérez-vous comme salué. À la prochaine. Merci. Salut tout le monde. Faut savoir agir entre deux fins de mois.